Bonjour, bon retour parmi nous sur la suite de cette vidéo sur l'initiation à la stratégie de jeu pour l'Orcana. On s'en est arrêté à la fin de la deuxième partie sur ce concept de tempo qu'on va développer plus ici. C'est une notion qui est assez peu évidente à définir vraiment précisément, donc je vais m'efforcer d'expliquer de différentes manières. On va dire que la tempo, c'est réussir à imposer son rythme à la partie. Le joueur qui commence, celui qui gagne le jet de dés, ou peu importe la manière dont le premier joueur a décidé, celui qui commence a un léger avantage de tempo évidemment, parce que la tempo, ça va être de réussir à jouer son plan de jeu comme on l'a prévu, en perturbant un maximum le plan de jeu de son adversaire. On va devoir, dans une bonne action de tempo, devoir poser des problèmes à notre adversaire qui vont lui le forcer à ne pas jouer le jeu qu'il avait prévu, mais plutôt à venir résoudre les problèmes qu'on lui pose, qu'il est obligé de résoudre, sinon il sait qu'il ne pourra pas gagner. Donc on va poser des questions compliquées à son adversaire, lui demander de faire des choix et lui demander de sortir de ce qu'il avait prévu de faire au départ. Bon, ça, dire ça couvre ce qu'on appelle jouer sur la tempo. Donc typiquement, quand on joue une Lilo à son premier tour, ou pas à son premier tour d'ailleurs, mais on demande à son adversaire intrinsèquement combien de tours il est prêt à me laisser lorer avec ma Lilo. Est-ce qu'il est prêt à me laisser lorer un tour, auquel cas je vais gagner 2 lors, plus 2 tours, 4 lors, et ainsi de suite. S'il est prêt à me laisser gagner des lors avec ma Lilo sans interagir avec elle, combien de tours il est prêt à faire ça? C'est à lui de le décider. Et s'il n'est pas prêt à me laisser lorer, ou au moment où il est plus prêt à me laisser lorer avec ma Lilo, comment il doit y répondre? Donc en posant une Lilo au tour 1, en gros, on dit à son adversaire, moi je vais gagner 2 lors par tour, à moins que tu fasses quelque chose. Et c'est à lui de choisir, à l'adversaire de choisir si, mince, moi j'avais prévu de faire ci ou ça, j'avais pas prévu de devoir gérer une Lilo tout de suite. Maintenant je suis obligé quelque part parce que sinon avec une Lilo on a très vite gagné. Donc voilà un peu pour cette notion de tempo ici. Il y a plein de manières d'approcher la tempo. On va dire la tempo, ça peut être une carte qui va nous donner un avantage, qui va nous donner une assurance sur le champ de bataille. On a typiquement ici le Mickey Mouse en vert, qui pour 3. Donc là j'ai pris sur la ligne du haut que des cartes qui coûtent 3, qui peuvent se jouer très rapidement dans la partie, donc dès le tour 3, qui vont avoir un avantage de tempo, mais pas le même. On va jouer sur différents aspects. La première, le Mickey Mouse vert va nous donner, en émeraude, va nous donner une présence sur le board qui va nous permettre de dire à son adversaire, moi je vais lorer un par tour et si jamais toi tu as une Lilo par exemple ou un Simba rempart, bodyguard ou une créature un peu plus faible, avec ma créature qui a 3 et 4 en défense, je vais être capable d'aller te la gérer. Sur un autre aspect, on a la maléfique violette qui, elle, ne va pas nous donner un avantage de tempo tout de suite. Elle va nous donner un card advantage, un avantage de carte, parce qu'on va poser une créature sur le champ de bataille, un personnage sur le champ de bataille, et récupérer une carte. Donc d'un point de vue carte dans la main, d'un point de vue ressources, on a perdu 3 encres pour la jouer, mais on a une présence sur le champ de bataille qui pourra, par exemple, je reprends toujours l'exemple, aller euh, défier une îlot, mais en carte en main, on est neutre. On a réussi à gagner une carte. Et cette carte, elle va pas nous donner un avantage tout de suite au tour 3 au moment où on a joué la maléfique, mais par contre elle va nous donner un avantage sur les tours suivants parce que si l'adversaire ne fait pas le même genre d'opération, on va se retrouver dans les tours qui suivent avec plus de cartes en main que son adversaire. Donc on va avoir des ressources supplémentaires là où lui, il va plus en avoir. Donc on échange un petit peu de la tempo en début de partie contre de la tempo plus tard dans la partie. C'est exactement pareil avec le Mickey en vert. Le Mickey en vert, quand il arrive, clairement, on va pas avoir une grosse présence sur le champ de bataille parce qu'on va seulement avoir une 1-3 à son tour 3, qui peut l'aurer que pour 1. Mais par contre, on sait qu'à son tour 4, on va pouvoir jouer une carte à 5. On peut dire, par exemple, directement jouer un Let It Go ou jouer une créature plus forte. Donc, on échange, on sacrifie un petit peu sa tempo du tour 3 pour avoir un impact sur la partie plus important dans les tours qui suivent. Le chat du châcheur, lui, c'est un petit peu comme la Lilo sur la diapo précédente. Quand je pose mon chat du châcheur tour 3, c'est pareil, je me mets dans une situation où je vais lorer 2 par tour pendant
tout le reste de la partie tant que mon chat du Cheshire sera présent. Et en gros, 2 par tour, ça va quand même assez vite, surtout si c'est pas ma seule créature. Je dis à mon adversaire, euh, si on fait la course, moi je suis en bonne position pour la gagner, c'est à toi de venir me chercher mon chat du Cheshire. Et le chat du Cheshire, il est très fort dans le sens où sa capacité dit que si jamais il est banni lors d'un défi, euh, alors qu'il est défié, il emporte avec lui aussi la créature qui l'a banni. Le Jasper, il a aussi un impact tempo dans le sens où il va pouvoir ralentir le plan de jeu adverse. Si je joue Emeraude et que mon adversaire veut aussi faire la course et a décidé de pas trop interagir avec moi, on fait la course le premier qui arrive à 20. Le Jasper, tous les tours, il va partir à l'aventure, me rapporter mon point de quête comme prévu, sauf qu'en plus, il va empêcher un adversaire, un personnage adverse, de quêter. Donc il va le ralentir. Donc en gros, toutes ces cartes-là, enfin pas toutes ces cartes-là, pardon, ces cartes-là, le chat du Cheshire, le Mickey Mouse et le Jasper, c'est des cartes qui vont poser un problème à mon adversaire. Là où Maléfique et Mickey vont pas poser tout de suite un problème à mon adversaire, mais par contre, ils vont me donner un avantage pour les tours suivants. Un exemple le plus parlant dans tout le chapitre 1 de l'Orcana que j'aime beaucoup utiliser pour décrire la tempo, c'est le génie. Si on part du principe que la tempo, c'est réussir à poser des problèmes à son adversaire et en même temps résoudre les problèmes que l'adversaire pourrait nous avoir posés, le génie correspond exactement à ça, parce que pour 6, quand il arrive, il va renvoyer dans la main une carte qui nous embêtait chez l'adversaire, et en plus, lui, il va l'aurer pour 2 tous les tours avec évasive, donc assez dur à gérer pour l'adversaire, ça pose un sérieux problème à mon adversaire. Donc en gros, je gagne sur mon plan de jeu des 2 tableaux. J'améliore mon plan de jeu et j'embête mon adversaire. Je lui ai fait perdre des ressources parce que les ressources qu'il avait dépensées pour jouer son personnage, il va falloir qu'il le redépense pour rejouer son personnage, qui va de nouveau avoir, qui va de nouveau arriver, qui va devoir sécher. Donc voilà pour cette notion de tempo ici. Donc ensuite, on va parler de nouveau de prise de décision. Des décisions qui paraissent anodines ou des décisions qui paraissent importantes et des conséquences qu'elles vont avoir. L'Orcana, finalement, jouer son tour à l'Orcana, c'est prendre une succession de petites décisions après la pioche. Qu'est-ce que j'ancre? Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je fais avec mes personnages en jeu? Et dans quel ordre je fais tout ça? Parce que l'Orcana offre aussi la possibilité de séquencer son tour de la manière qu'on veut et ça, c'est souvent très important. Ça fait aussi partie des décisions. Ça peut parfois chambouler complètement le déroulement d'une partie, la manière dont on séquence, dont on fait les actions durant son tour. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de réfléchir sur chacune des décisions dans un début de partie, un exemple de début de partie, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai théorisé un espèce d'indice de confiance qui dit si chaque décision, elle, elle est probablement la bonne, elle est la bonne sans aucun doute possible, ou alors elle est probablement la bonne, en tout cas avec les connaissances qu'on a, ou alors si elle n'est pas du tout la bonne. Et qu'on sait qu'il ne faut pas la faire. Sachant que tout cet indice de confiance repose sur le champ des informations que l'on connaît. Alors qu'Anna, il y a aussi la notion de prise de risque. On peut aussi, dans certains cas, prendre une décision en sachant que si on n'a pas de chance et qu'on pioche, je ne sais pas moi, pendant 2 tours, on ne pioche pas de carte ancrable, on ne va pas pouvoir mettre notre plan à exécution. Après, quand on connaît le pourcentage de cartes ancrables dans son deck, on peut pondérer ça en se disant ça vaut quand même le coup, je suis confiant que ça devrait le faire. Et là aussi, on revient sur l'idée de jouer un maximum de parties parce que c'est aussi comme ça qu'on va affûter son sens de la statistique en se disant, aussi en jouant le même deck, en se disant je suis confiant que avec mon deck, je peux faire ce genre de choses et que globalement ça va bien se passer. En tout cas, 9 fois sur 10, ça va bien se passer. Et une fois sur 10, on va perdre une partie parce que ça ne se passera pas bien. Ça arrive, c'est aussi ce qui se passe dans les jeux de cartes à collectionner. Il y a une notion de hasard et ça arrive qu'on perde parce qu'on n'a pas de chance. Si vous vous rappelez sur la toute première vidéo, la première partie de la vidéo, j'avais expliqué un petit histogramme qui expliquait notre niveau de connaissance dans les decks, dans les règles et tout ça. On pourrait aussi rajouter une partie, une couche sur le hasard, sur le déroulement d'une partie de l'arcana. Le hasard est aussi à prendre en compte et il y a des parties qu'on peut perdre parce qu'on n'a pas de chance. Mais plus on va réfléchir sur les décisions qu'on prend, plus on va avoir d'expérience de jeu et mieux on va cerner son deck et l'environnement de la partie, plus on va réduire ce risque de
laisser la chance pourrir notre partie et nous faire perdre. Donc pour débuter cet exemple, on va imaginer qu'on est au tour 0, donc au tout début d'une partie. Donc on a ici une illustration qui vient de Pixelborn. J'en profite une petite seconde pour remercier si un jour l'un des membres de développement de l'équipe de Pixelborn écoute cette vidéo, de le remercier profondément parce qu'ils ont fait un travail super et je vous soutiens énormément sur Patreon. Merci à vous. Donc, si vous ne connaissez pas Pixelborn, et là encore pour améliorer votre niveau de jeu, enchaîner les parties, on a dit c'était crucial. Si vous n'avez pas toujours l'occasion de jouer avec des amis ou d'aller dans votre boutique ou dans votre association, vous pouvez télécharger Pixelborn. C'est un outil extraordinaire pour s'améliorer à jouer. On peut enchaîner les parties, c'est extrêmement fluide et bien fait. Je recommande. Donc, on revient sur un exemple de partie. On joue un deck ambre acier. Là, en l'occurrence, j'ai que des cartes acier en main. On a nos 7 cartes en main et on doit choisir de mulliganer. Avant ça, j'ai oublié, il y a un premier choix qui est, si on a gagné le jet de dés, on doit choisir est-ce qu'on veut être le premier joueur ou pas. C'est le tout premier choix qui se pose dans la partie pour le joueur qui remporte le jet de dés. C'est déjà un choix. Au moment où je parle, avec les decks qui existent, les archétypes qui existent, j'avoue que je ne vois pas spécialement de decks qui pourraient être vraiment intéressés à ne pas commencer. L'ensemble des decks, je dirais, a intérêt à commencer à être premier joueur, sauf cas particulier peut-être, mais je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. Souvent, je vois des joueurs qui laissent la main, qui laissent l'autre commencer, et en réalité, ils s'en rendent pas compte, mais ils font une grosse fleur, ils font une grosse faveur à leur adversaire. Les statistiques de Pixelborn ont montré sur plusieurs dizaines de milliers de parties que globalement le pourcentage de victoire du joueur qui commence en moyenne est à 53%. Donc en gros on est à 53-47, 53 pour celui qui commence, 47 pour celui qui commence pas. 3% de chance, c'est pas énormissime, mais ça montre quand même qu'il y a vraiment un intérêt à commencer. Sinon ça serait 50-50. Donc premier choix, être premier joueur, je dirais la bonne réponse est toujours de répondre oui, je veux être premier joueur, je commence. Ensuite là on voit la main de départ, donc main de départ entièrement acier avec 3 capitaines crochets, un fracassé, un prince Eric, non 2 fracassés pardon et une bête. Là on a un choix important sur quoi garder. Quoi garder et quoi mulliganer. Dans le cas présent, je dirais qu'on est absolument certain qu'on veut garder au moins une copie du capitaine crochet, une copie d'un fracassé. Pour le reste, à vrai dire, c'est discutable. Là, ici, tout est ancrable. On n'a pas trop à se poser la question pour garder un maximum de cartes ancrables. Tout est ancrable. Dans le choix que j'ai fait ici, il y a des choses qui sont discutables. J'ai mis des indices de confiance à 100 pour au moins fracasser et le prince Eric aussi d'ailleurs. L'idée, c'est d'avoir un tour 1, Captain Crochet, un tour 2, le prince Eric, et au tour 3, d'avoir aussi un fracassé au cas où l'adversaire joue quelque chose. Donc je dirais Captain Crochet, prince Eric, euh, on garde, un jack. Fracassé, vu qu'on en a deux, on en garde au moins un, on peut mieux gagner les autres. Et dans l'exemple que j'ai pris, je crois que j'ai choisi de garder la bête en me disant que de toute façon elle pourra être ancrée en début de partie si nécessaire. Et donc j'ai mulligané les 3 cartes avec une étoile. Là, c'est discutable. Je dis pas que c'est absolument ce qu'il fallait faire, mais j'explique le raisonnement de pourquoi j'ai fait ça. Donc, on arrive à notre début de tour 1, on a notre carte. Là, on voit que dans les 3 cartes que j'ai mulliganées, à la place, j'ai pioché un prince Eric, j'ai repioché un fracassé, et j'ai pioché une plume en écaille de poisson, une arête, plume en arête. Donc, je suis le premier joueur. Première question, est-ce que j'ancre une carte ou pas? On est au premier tour. Évidemment, la réponse à 100% c'est oui, il faut que j'ancre quelque chose, hein, sinon on ne peut pas jouer. Et ensuite, à la question ancrer d'accord, mais ancrer quoi? Il y a cette option puisque toutes mes cartes de la main sont ancrables. Dans le cas présent, j'ai choisi d'ancrer un de mes fracassés. J'en garde un deuxième. L'autre option pour moi, ça aurait été d'ancrer un prince Eric. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué crochet. Une fois que j'ai ancré mon fracassé, j'ai l'option de jouer une carte ou ne pas jouer une carte. Donc deux possibilités. Je joue une carte, je joue pas de carte. Ici, je pense que la bonne option, c'est de jouer son capitaine crochet. Jouer son capitaine crochet histoire d'avoir un tour 1. Là, il n'y a pas trop de discussion. Je vois pas d'intérêt à garder le capitaine crochet en main. Le but, c'est d'avoir une présence sur le champ de bataille tôt dans la partie.
Donc jouer le capitaine crochet à 100%, il n'y a pas de souci. Sur le tour 2, on va avoir, donc là j'ai pioché un Hades. Mon adversaire a ancré je sais pas quoi et il a joué aussi un petit capitaine crochet. Début de mon tour 2, j'ai la question de nouveau, est-ce que j'ancre ou pas? Là pareil, il n'y a pas trop de discussion, on est au tour 2, on a besoin d'une réserve d'encre conséquente, il faut que j'ancre, oui. Là, je dirais qu'il y a 4 options. J'ai 2 princes Eric, donc je crois que je vais choisir d'ancrer un prince Eric. Mais ancrer la bête, c'était aussi défendable. Le fracassé, je pense qu'il vaut vraiment mieux le garder et que c'est pas la bonne option d'ancrer son fracassé. Après, entre Prince Eric et la bête, je préfère ancrer Prince Eric parce que j'en ai deux et la bête, finalement, je pourrais l'ancrer dans les tours suivants ou je pourrais encore la jouer si jamais mon adversaire joue un objet, ça sera d'autant plus intéressant. Une fois que j'ai ancré mon Prince Eric, j'ai deux options. Est-ce que je joue une carte? Est-ce que je joue pas de carte? Si je dois jouer une carte, on voit que ça sera un Prince Eric, j'ai que ça à jouer. Euh, Là, je dirais qu'il n'y a pas de raison de ne pas jouer son Prince Eric. On a de nouveau envie de mettre de la présence sur le champ de bataille. Donc, on joue son Prince Eric. Je dirais que là, c'est assez certain comme décision. Et ensuite, j'ai encore une dernière question à me poser avant la fin de mon tour. Est-ce que je quête avec mon crochet? Oui ou non? Sachant qu'en face, il a aussi un capitaine crochet. Crochet, il est offensif. Si moi je quête, lui, il va me bannir mon capitaine crochet, mais le sien ne sera pas banni. Ça me fera un désavantage. J'aurais perdu une carte, alors que lui, il aura juste une blessure sur le sien. Donc, ici, je dirais que la bonne réponse est de ne pas quêter avec son capitaine crochet. Et on peut passer son tour. Début du tour 3, on voit qu'on a pioché un libéré-délivré. L'adversaire, il a joué un Simba. Euh, Première question à se poser, ça paraît logique de se la poser en début de tour, de manière à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer avec le coût converti de mana le plus élevé. Quoi ancrer? Est-ce qu'on ancre d'abord et quoi ancrer? Là, on est au tour 3 seulement, donc ça vaut toujours le coup d'ancrer. On a besoin d'encre dans sa réserve pour jouer un maximum de cartes. Donc ancrer, oui. À quoi ancrer? On a le choix entre plume, la bête et fracasser, ou libérer, délivrer d'ailleurs. Je pense que là c'est entre plume et la bête, et moi mon choix pencherait pour la plume où j'ai mis un indice de confiance de 70%. Ensuite, une fois que j'ai ancré, j'ai 3 dans ma réserve. Est-ce que je joue une carte? Oui ou non? Sachant que si je joue une carte, je vais avoir qu'un seul choix, si j'ai ancré la plume, c'est de jouer mon fracassé. Là, on pourrait laisser un statu quo et ne rien faire, ne pas engager ses créatures et ne pas jouer son fracassé, le garder pour la suite. Je crois que c'est pas ce que j'ai choisi de faire dans la partie là, mais de nouveau, c'est discutable. Moi j'ai mis 80% où il fallait jouer une carte. C'était mon idée sur cette partie-là. Donc jouer, oui, un fracassé. En ciblant ensuite, on a le choix entre Simba et Crochet. Alors là, ça peut paraître contre-intuitif, mais je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait dans la partie d'ailleurs. Mais le plus intéressant dans cette décision-là, c'est sans doute de jouer le fracassé sur le crochet pour ensuite pouvoir aller quêter avec le prince Eric. Parce que Simba va pas pouvoir bannir le prince Eric en une seule attaque, vu qu'il a que 2 en attaque alors que le prince a 3 en défense. On pourrait aussi avoir l'idée de bannir le Simba et de ne quêter avec personne, ou de quêter avec les deux en se disant que celui qui va se faire bannir par son crochet, euh, celui qui ne sera pas banni par son crochet, il bannira le capitaine crochet par la suite. Mais ça ne me paraissait pas le plus intéressant ici. Donc ici, je dirais, le mieux c'est de jouer le fracassé sur le crochet et de quêter avec uniquement le prince Eric. Euh, Ce qui n'est pas ce que j'ai écrit ici d'ailleurs. Ensuite, on continue avec le tour numéro 5. Je pense qu'au tour 4, il ne s'est rien passé de spécialement intéressant. Donc on arrive au début du tour 5. On voit qu'on a pioché tuons la bête. Toujours la question ancrée, pas ancrée. Là, on a des cartes à 5 dans la partie. Je vais pouvoir en ancrer une pour jouer les autres. Donc, ancré, oui ou non? Je dirais que la bonne réponse, c'est oui. Cela dit, certains pourraient défendre qu'il y a d'autres voies à explorer peut-être. Et si j'ancre, la carte que je vais ancrer parmi les deux que j'ai à ma disposition, ça sera celle qui ne sera pas jouée. Donc j'ai le choix entre la bête et libérer délivrer. Soit j'ancre libérer délivrer, je joue la bête. Je peux aussi ancrer la bête et éventuellement dans ce cas-là jouer libérer délivrer. Sachant que la bête elle me donne l'avantage du tour d'après de pouvoir éventuellement chanter Gravius tuant la bête. Donc à la question qu'est-ce que j'ancre
j'ai choisi de répondre qu'il était plus intéressant d'ancrer le libéré-délivré. Et ensuite, avec mes 5 encres, est-ce que je joue une carte? Vu que j'ai ancré libéré-délivré, oui, c'est plus intéressant de jouer la bête, sachant que je pourrais directement jouer un tuons la bête, mais ça tuerait que le petit capitaine crochet en face, et c'est tout. Donc je choisis de jouer une carte, de jouer du coup la bête, et il me reste encore la question, est-ce que je quête avec mon capitaine, avec mon prince Eric? La réponse que j'ai choisie dans les deux cas, c'est non, même si ça serait discutable, c'est pas une certitude absolue, c'est pour ça que j'ai mis que 80%, mais si jamais je quête avec l'une des deux, elle va se faire bannir par les créatures en face, et ça sera pas intéressant. On continue ensuite avec le départ du tour 6. Mon adversaire a juste joué une Lilo. Moi j'ai pioché un deuxième tuon la bête. Ici, ancrer une carte, on n'a pas le choix, on n'a que 3 cartes non ancrables dans la main, donc la question ne se pose pas. Jouer des cartes. Ensuite on a le choix entre jouer 0 carte, jouer une carte, du coup jouer un tuon la bête en payant 5 ou en le faisant chanter. Mais on a aussi le choix de jouer le deuxième tuon la bête en payant 5 ou en le faisant chanter, et en le faisant chanter pour le deuxième plutôt. Donc j'ai 3 options, soit j'en joue 0, soit je joue un tuon la bête, soit je joue 2 tuons la bête. Si on essaye d'analyser rapidement, et c'est ce qu'il faut faire dans la partie, les résultantes de ces 3 possibilités-là, moi ça me paraît intéressant de, euh, de jouer les 2 tuons la bête parce qu'en fait chacun des tuons la bête va tuer 2 créatures adverses. Le premier tuon la bête va bannir Crochet et la Lilo, mettre 2 blessures aux 2 autres créatures, et le deuxième tuon la bête va se débarrasser des 2 créatures restantes. Ce qui fait qu'on va se retrouver à la fin du tour avec 2 cartes en moins dans la main, oui, mais en face mon adversaire n'aura plus aucune présence sur le champ de bataille. Et moi j'aurai juste une bête qui va être engagée, et du coup mon Crochet et mon Prince Eric vont pouvoir partir en quête puisqu'il n'y aura plus de menace directe qui risque de les bannir le tour suivant. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut penser, c'est que la bête, elle peut chanter sur la bête, et si j'arrive à enlever tout ce qu'il y a sur le champ de bataille de mon adversaire, je peux ensuite partir sereinement quêter. Donc là, c'est un tour 6 avec pas mal de changements sur le board, sur le champ de bataille. Donc là, on va continuer avec un exercice un peu différent. J'ai arrêté la partie précédente qui servait d'exemple parce que je pense que l'adversaire a de toute façon concédé après le double tuon la bête. Donc là, on va plus se concentrer sur une analyse d'échange de ressources. Comme on l'a vu plus tôt, les ressources, c'est les cartes que l'on a en main, que l'on transforme en encre sur le champ de bataille qui nous servent à jouer nos cartes, ou alors qu'on transforme en objet ou en personnage sur le champ de bataille, ou alors en action. Ces ressources-là qu'on a dans la main, quand on choisit de les ancrer, dans l'exemple qui est donné ici, par exemple, sur un tout début de partie, j'avais 7 cartes en main, il fallait que j'ancre une carte. Ancrer mon c'est la fête, ça implique de perdre une carte en main, de gagner une carte dans ma réserve d'encre qui va me servir pour les X prochains tours. Donc en gros, je sacrifie une carte de ma main pour avoir un encre disponible pour les X prochains tours. Si la partie dure 7 tours et que je l'utilise à chaque fois, j'aurai utilisé 7 fois ma carte, elle m'aura produit 7 encres. Si la partie dure 25 tours, la carte, elle m'aura peut-être amené jusque 25 encres. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. L'impact d'une carte qu'on ancre, on l'a plus dans la main, mais on l'a sur le bataille et elle est safe. Actuellement, il n'y a aucun moyen d'enlever des encres sur le champ de bataille à son adversaire. On continue l'exemple de ce début de partie là aussi où j'ai ancré mon c'est la fête et maintenant j'ai le choix de jouer une petite maléfique qui leur pour 2. Jouer une maléfique, c'est de nouveau perdre une carte de ma main, perdre l'encre, le seul encre que j'avais à disposition quand j'ai ancré mon c'est la fête, j'avais un encre, je l'utilise. Cela dit, on a dit les encres, c'est une ressource qui se régénère au début de chaque tour. Donc, jouer ma maléfique, si on doit faire une équation, c'est je perds une carte de ma main, je consomme l'encre que j'avais à disposition pour ce tour-ci. Par contre, je gagne un personnage sur le champ de bataille avec une force de 1 disponible pour les tours suivants, qui va pouvoir éventuellement aller défier des personnages si nécessaire, mais surtout je gagne une capacité à l'aurer de 2 par tour pour les X prochains tours, tant que mon adversaire n'aura pas résolu le problème, n'aura pas résolu la menace quelque part que je lui pose avec ma maléfique de dire moi je vais l'aurer pour 2 par tour, et c'est à toi de gérer ça.
et moi ça me met en bonne position pour gagner. On continue donc cette nouvelle partie, là on est du coup au troisième tour, en focalisant vraiment sur à quel moment, qu'est-ce que j'échange comme ressource. Là, j'ai ancré une deuxième carte et j'ai joué un Simba. Jouer un Simba, si on doit faire une équation comme on a fait avant, c'est je perds une des cartes que j'ai dans ma main, je perds les deux encres que j'avais disponibles ce tour-ci, donc clairement je sais que je ferai rien d'autre ce tour-ci avec mes encres. Par contre, je gagne sur le champ de bataille un personnage avec une force de 2 pour les tours suivants qui va pouvoir aller défier, une défense de 3. Donc là par exemple on voit qu'en face il y a un Archimède, j'ai une supériorité sur Archimède avec mon Simba. Je gagne un de l'or disponible tant que ma créature est sur le champ de bataille, donc pour les X prochains tours. Et je gagne surtout Bodyguard, qui augmente le lore que je vais obtenir avec mes autres personnages. Parce que là, ma Maléfique, sinon elle se ferait bannir par Archimède. Alors que grâce au Bodyguard de Simba, le Archimède il va être obligé de s'en prendre à Simba. Donc je gagne un potentiel de lore avec mes autres personnages. Et je gagne aussi la capacité de chanter des chants à 2 pour les X prochains tours tant que mon Simba reste sur le champ de bataille. Si on continue l'exemple de manière plus générique avec simplement des cartes, les amis de l'au-delà, quand on la joue, dans l'immédiat on perd une carte de la main et on consomme 3 encres ou on engage, donc on épuise une des créatures qu'on possède avec un coût quartier de mana de moins 3, ce qui va la rendre vulnérable comme on l'a vu avant. Mais par contre, en gain de tout ça, on va piocher 2 cartes de la main. Donc en faisant cette action, à la fin, une fois qu'on a tout résolu, on a une carte de plus dans la main que ce qu'on avait avant. Donc on fait ce qu'on appelle un card advantage. On a transformé une carte plus un petit peu d'encre disponible en une carte supplémentaire, en 2 cartes. Ça fait pas du tout avancer notre plan de jeu. On a clairement, le tour où on l'a fait, si on le fait tôt dans la partie notamment, on n'a rien fait d'autre dans le tour. On a perdu en tempo. Mais par contre, les 2 cartes qu'on a piochées, elles vont nous donner des ressources supplémentaires pour les tours suivants. Donc, c'est une carte qu'on va être très content de jouer quand on n'a rien d'autre à faire, ou quand la partie est plutôt à notre avantage, mais qu'on va plutôt éviter de jouer si on a le choix entre poser de la présence sur le board, sur le champ de bataille, et qu'on n'a pas l'avantage. On va plutôt préférer, entre le choix jouer mes amis de l'au-delà ou jouer de la présence sur le champ de bataille, on va plutôt poser de la présence sur le champ de bataille, parce qu'on veut contrer le plan adversaire s'il est en avance sur moi. S'il n'est pas en avance sur moi, je peux prendre le temps de consolider mon avantage en jouant une carte comme mes amis de l'au-delà. Toujours l'échange de ressources, mais ce coup-là, plus dans les combats, dans les défis. Si je joue un Rafiki pour attaquer le prince Eric de mon adversaire, si on fait l'équation de nouveau, je perds une carte de ma main parce que je joue mon Rafiki, je perds les 3 encres que j'ai utilisées pour jouer la carte. De toute façon, j'avais pas le choix, c'est une carte que je pouvais pas ancrer. Donc je perds 3 encres pour la jouer, et quand elle arrive, elle a charge, donc elle peut directement attaquer le prince Philippe. Donc en gros, en faisant ça, je vais réduire la capacité de l'or de mon adversaire de 2 pour tous les prochains tours que la partie durera. Donc c'est intéressant. Ça peut être d'autant plus intéressant si mon adversaire est proche des 20 l'or. Et je vais bannir une carte qui était sur le champ de bataille de mon adversaire, qui lui avait coûté 4. Donc moi en gros je dépense 3 ressources et une carte de ma main pour gérer quelque chose qui lui au départ était une carte de sa main et qui lui a coûté 4 ressources. Donc globalement, quelque part, je suis avantagé. Je fais ce qu'on appelle un trade, un échange, qui est plutôt à mon avantage. Parce que moi, c'est une carte qu'il aurait que pour 1, lui, c'est une carte qu'il aurait pour 2, elle m'a coûté que 3, elle lui a coûté 4. Là, on continue avec un autre exemple au cours d'une partie où j'ai la partie dans l'état où elle est sur la photo là. J'ai le choix de jouer une réponse. Jouer une réponse, si on refait l'équation, c'est je perds une carte de ma main, j'utilise 4 encres parmi ceux que j'ai disponibles, mais d'un autre côté, la carte que j'ai perdue de la main, elle va être compensée par une pioche de 3 nouvelles cartes parce que j'ai un Maximus avec 3 blessures, donc je vais faire un card advantage, je vais gagner 2 cartes par rapport à mon statut initial, j'avais 2 cartes, je vais finir avec 4. Ok, j'ai perdu 4 encres, mais réponse, elle a l'avantage de aussi rester sur le champ de bataille, de faire une présence sur le champ de bataille avec une force seulement de 1, mais 5 en défense, une capacité à l'orée de 2 par tour pendant les X prochains tours où mon adversaire sera prêt à me la laisser. Et en plus, elle m'offre la possibilité, si j'ai pas envie de l'orer avec, de pouvoir peut-être chanter des chants jusqu'à 4.
Donc la carte m'a clairement permis de faire un card advantage, et bien plus parce qu'elle m'a aussi permis de soigner une créature blessée et d'avoir une présence sur le champ de bataille qui reste. D'où la force de réponse qui explique un peu son prix aussi. La carte, elle fait gagner 3 avantages. Elle soigne, elle fait une bonne présence avec des bonnes statistiques sur le champ de bataille, et elle fait piocher potentiellement beaucoup. Et si on va un petit peu plus dans les extrêmes, on a ici une situation où mon adversaire a 3 Kuzco, moi j'ai seulement un Gaston. Ok, quand mon adversaire va envoyer ses Cusco à l'aventure, le tour d'après, moi je pourrais lui en bannir un avec mon Gaston qui sera banni aussi. Mais bon, lui en même temps, il aura l'oreille de 9, il en restera 2, il pourra l'oreille de 6, ça fera 15, ça se trouve, il aura gagné. Donc je peux directement jouer un Soyez prête. Soyez prête, si je le joue, c'est je perds une carte de ma main, je perds les 7 encres que j'avais à ma disposition, peut-être, et je vais perdre mon Gaston, qui lui-même m'avait coûté 2 encres, mais en même temps, le gain de tout ça, c'est que je vais réduire la capacité de mon adversaire de l'or qui était de 9, je vais le réduire à 0 pour les X prochains tours. Je vais bannir 3 cartes qu'il avait jouées qui lui avaient coûté un total de 15. Moi seulement je joue une carte à 7. Et ça va me faire un avantage de carte au final, parce que moi je vais avoir perdu 2 cartes, mon Bipripère et mon Gaston, alors que lui il aura perdu 3 cartes, c'est 3 Cusco. Donc ici on est sur un nettoyage du champ de bataille, un board wipe, qui va être clairement en ma faveur, parce qu'on ne peut pas laisser 3 Cusco à son adversaire, c'est trop dangereux, il va gagner beaucoup trop vite. Et on va s'arrêter ici pour la fin de cette troisième partie. On continuera la prochaine fois dans quelques jours avec la quatrième partie, où on commencera sur cette diapo avec ce diagramme qui est plus tout à fait à jour, mais c'est pas grave, c'est juste pour expliquer la composition de ce qu'on appelle la méta, l'ensemble des decks qui sont joués au cours des tournois, avec quelle proportion et quelle force. Et on abordera aussi des notions d'approche statistique et une approche aussi psychologique au cours de la partie, toujours pour essayer d'aller vers la victoire et de gagner un maximum de parties qui sont gagnables. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens qui pourraient être intéressés ou vous pensez qu'ils auraient des choses à apprendre. Ça nous fait aussi de la pub si vous vous abonnez, ça nous fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bon jeu.